des slides qui vont passer sur l'écran. Christophe Comte, bonjour, directeur des rédactions du journal J'achète mon premier logement neuf, l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, et avec une opposition l'Occitanie. Nicolas César, Sud-Ouest, service éco. Sud-Ouest, service éco. Oriane, le moniteur. Guy Journal mensuel, l'Écho des collines, mensuel rive droite de Bordeaux. Théo Barategui, Sud-Ouest, la locale de Bordeaux. Bonjour Théo, je ne sais pas. Non, c'est présent. Donc on va le micro, c'est parti? Normalement, Super. Bon, bah, écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous pour cette conférence de presse, donc de présentation de la charte interprofessionnelle des logements des arbres. Je vais donner la parole à nos partenaires pour qu'ils puissent chacun se présenter. Alors, Jérôme Brett, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine pour l'UNEP, le syndicat capitaliste. Antoine Dagano, président pour la Nouvelle-Aquitaine de la FNPHP, le syndicat des producteurs. Arnaud Roussel-Prouveau, président de la Fédération des promoteurs immobiliers pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et Jérôme Banderier, donc je suis président régional de l'UNAM, l'Union nationale des aménagements. Alors, donc nous avons souhaité nous regrouper au sein d'une interprofession qui est assez peu commune, qui est le regroupement à la fois donc des constructeurs, plus de constructeurs de logements collectifs que je représente, la Fédération des promoteurs immobiliers, l'UNAM qui va représenter l'aménagement, donc qui peut être à la fois un aménagement urbain, mais également, et nous y tenons beaucoup, l'aménagement de ce qu'on appelle le périurbain et même le rural, puisque notre démarche, elle est, vous l'avez compris, au niveau de des fédérations de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça n'est pas une démarche bordelaise, ni une démarche de métropole, c'est une démarche au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a, et c'est essentiel bien évidemment avec nous, nous sommes, j'allais dire, les donneurs d'ordre, ceux qui organisons les opérations, et nous avons avec nous les producteurs de végétaux et les entreprises qui réalisent donc les volets paysagers de l'ensemble de nos opérations. Et nous avons fait ensemble l'année dernière, alors peut-être un peu au bénéfice de la crise sanitaire, mais tout le monde s'est rendu compte de l'importance de la nature. Il y a une espèce de regain, on parle de renaturation, on parle de verdissement nécessaire de nos territoires. Et donc, on s'est regroupé en se disant, voilà, comment on pourrait, nous, opérateurs de l'aménagement et de l'immobilier, faire rentrer encore plus de nature. Vous savez que, et là je vais faire un peu de centralisme bordelais, mais on dit souvent que Bordeaux et sa région est assez minérale, surtout la ville de Bordeaux, et que ça manque de nature. Et c'est vrai qu'on a pris en pleine figure, pendant cette crise sanitaire, un certain nombre de reproches sur le fait qu'il n'y avait pas assez d'arbres, il n'y a pas assez d'espace vert. Et donc c'est fort de ce constat que nous nous sommes réunis en nous disant comment nous, professionnels de l'aménagement, de la construction, du paysage, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, l'expression est mal choisie, comment on peut apporter notre arbre aux opérations pour tenter de reverdir nos communes, nos villes, nos campagnes avec de l'intelligence, avec du qualitatif et avec, bien évidemment, du quantitatif, puisque c'est important. Donc, on a une volonté commune qui est celle de jouer un rôle clé dans la transition écologique, parce que le paysage, ça n'est pas que de la verdure, c'est aussi de la biodiversité, c'est tout ce que recouvre la notion de paysage, de durabilité, d'environnement. Et donc, voilà, on s'est mis autour de la table et on s'est dit comment on peut travailler tous ensemble pour améliorer cet aspect des choses dans nos opérations. Donc l'objectif, c'est, vous l'avez compris, promouvoir le verdissement de l'ensemble des projets immobiliers, quels que soient les territoires, et puis participer aussi donc au développement de cette biodiversité sur nos opérations. Donc, je vais laisser la parole à mes partenaires qui vont vous expliquer quels sont nos engagements communs. Et vous verrez qu'il y a d'abord donc les engagements communs de l'ensemble de l'interprofession ici réunie, et après, derrière, des engagements qui sont propres à chacune des composantes, chacune des fédérations, puisque bien sûr, derrière ce lancement d'une charte, il y a tout ce qui va être mis en œuvre pour atteindre les objectifs communs que nous nous sommes fixés. Voilà. Donc, un engagement commun
déjà, dans un premier temps, c'était avoir une réflexion commune sur la valorisation du volet paysager. Donc, c'est vrai que nous, en aménagement, c'est quelque chose qui a été initié il y a déjà 5 ou 6 ans avec la loi CAP, où on a été à côté des architectes pour mettre en valeur ce côté paysager des opérations. Donc, il est vrai que le végétal prend une part entière dans la conception de nos opérations en matière d'aménagement et bien entendu sur les opérations de promotion immobilière. Se regrouper pour identifier en amont les enjeux paysagers des projets et renforcer leur faisabilité ainsi que leur maîtrise technique. On s'engage aussi à valoriser le savoir-faire des concepteurs paysagistes, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les projets, la maîtrise des entreprises du paysage et la production horticole de notre région. S'assurer que chaque métier de la filière respecte les règles de l'art en vigueur. Ça, c'est important. Alors, après l'exposition donc, de ces enjeux qui sont des enjeux communs, après on a essayé de détailler dans chacun des métiers, dans chacune des fédérations, de façon concrète, comment on peut atteindre ces objectifs-là. Donc on a regroupé les engagements à la fois des promoteurs et des aménageurs d'une part, et ensuite il y aura les engagements de la production et de la mise en œuvre des volets paysagers sur l'ensemble des opérations. Alors, ce qui nous a semblé essentiel pour les promoteurs et les aménageurs, c'est bien évidemment en amont des dossiers et au niveau de l'établissement des bilans, puisque pendant des années, on a dit que le volet paysager était le parent pauvre des bilans financiers des opérations, et sans argent, on ne fait malheureusement pas grand-chose. Donc, nous prenons l'engagement dès le stade du bilan, quand nous montons une opération de promotion immobilière ou d'aménagement, de prévoir une enveloppe significative et une enveloppe garantie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'adhérent adhère à la charte, il discutera avec une équipe pluridisciplinaire pour fixer un budget qui devrait être garanti pour s'assurer de ce que le volet paysager aura un budget suffisant et significatif dans l'opération. Et ce budget, il doit à la fois intégrer bien évidemment le coût de la mise en œuvre initiale, c'est-à-dire la réalisation du projet, mais également l'entretien, parce qu'on s'est rendu compte, tous autant que nous sommes, que lorsque le promoteur met des sommes conséquentes ou l'aménageur met des sommes conséquentes en budget, il faut que derrière, il y ait un suivi et que donc la prise, nos partenaires nous le diront, mais que la pérennité soit assurée avec un budget qui permet le démarrage des 2 premières années. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera prévu dès le départ. On veut s'assurer également, dès la phase de conception, que ce volet soit véritablement important. C'est-à-dire il y a à la fois le budget, mais on veut réunir en amont du projet, dès qu'on identifie un terrain, qu'une équipe pluridisciplinaire soit mise en œuvre et que l'on réfléchisse tous ensemble. C'est-à-dire que le promoteur ou l'aménageur ne vont pas définir un programme et faire venir après un architecte paysagiste ou une entreprise de paysage ou une entreprise de production de végétaux. On veut que tout le monde se mette autour de la table avant même que le permis de construire ne soit déposé, pour que ce qui existe déjà, qui s'appelle le volet paysager dans les dossiers de demande de permis de construire, soit beaucoup plus fourni, soit plus réfléchi, soit plus travaillé et soit plus significatif. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire en amont, avant même d'aller voir les collectivités, avant même d'aller voir les habitants des quartiers, on en reparlera tout à l'heure. On va réfléchir ensemble pour que l'architecture paysagère du programme soit au moins aussi importante que l'architecture pure, c'est-à-dire la construction ou l'aménagement des réseaux et autres dans les opérations d'aménagement. Après, effectivement, lorsque l'on conçoit une opération, il ne faut pas avoir l'opération comme étant, je dirais, un univers fourni sur soi-même. Quand on fait un immeuble, c'est le quartier qui profite de l'immeuble. Et quand on fait des plantations, en fonction des hauteurs, des spécificités des arbres, on le fait aussi pour les voisins. Et faire de l'ombre, ça peut faire des feuilles, ça fait du vert. Et c'est toujours très agréable, mais ça ne peut pas se faire, je dirais, sans avoir pris contact avec l'environnement proche, mais également avec la collectivité. Donc, ce sont des
des projets végétaux qu'il faut que l'on conçoive également avec les personnes associées. Lorsqu'on arrive sur un site, bien entendu, on fait un audit de la qualité végétale existante et on vient la conforter, et par les concepteurs qui nous accompagnent, je dirais, avoir une association de végétaux cohérents sur ce site. Et c'est pour ça, ce que disait Arnaud, c'est qu'avoir des équipes pluridisciplinaires avec chacun ses spécificités, c'est le projet en général qui gagne en richesse. Alors, je poursuis sur nos engagements de promoteurs et d'aménageurs. On a voulu, malgré tout, on s'est posé la question de savoir si il était possible de quantifier, c'est-à-dire au-delà du nom de notre charte qui s'appelle Délogement des arbres, est-ce que l'on peut s'engager sur un quantitatif qui soit signifiant et significatif. Alors, on a pensé au départ à un logement, un arbre, mais on s'est dit, voilà, 50 appartements ou 30 maisons individuelles dans une opération de lotissement, ben, il faudrait que l'on s'engage à planter au moins un arbre par logement. Et après, on s'est dit, oui, mais c'est trop limitatif. Ça va dépendre aussi de ce que permet le terrain qui va recevoir l'opération. Donc, finalement, ben, on a opté pour au moins un arbre par logement. C'est-à-dire que si certains adhérents de la charte souhaitent aller beaucoup plus loin, ben, ils peuvent le faire. Et au moins, et ça aussi, parce que ça ne se limite pas au secteur du logement, il faut aussi que pour l'aménagement des bureaux, dans les zones d'activité, dans les zones de bureaux, chacun s'engage à partir du moment où il y a un bureau à mettre un arbre. Voilà. Et j'espère que ce sera bien évidemment beaucoup plus et que ce mouvement amènera l'ensemble des opérateurs à être très ambitieux sur le plan qualitatif. Et on a une autre idée aussi qui va peut-être être complexe à mettre en œuvre, mais elle nous semble importante par rapport à ce qu'évoquait Jérôme tout à l'heure de l'intégration d'un volet paysager dans un quartier. Eh bien, on s'est dit, bah, si on a 30 logements, mais qu'on est sur une toute petite parcelle, parce qu'on est en hypercentre, eh bien, on va pouvoir planter que 10 arbres. Eh bien, que fait-on des 20 autres? Eh bien, on s'engage à discuter avec les associations de quartier qui sont en train d'exploser dans nos milieux urbains. On s'engage également à aller voir les services espaces verts des communes pour leur dire, voilà, on a une opération, on a un volet paysager, mais malheureusement, on ne peut pas aller au bout de notre démarche et on voudrait participer en mettant à disposition des riverains ou de votre collectivité des végétaux excédentaires que l'on s'engage à pouvoir s'intégrer sur le territoire. Et Jérôme va finir sur un autre aspect qui est également très important. Oui, en fait, qui est la réception effective des végétaux. C'est vrai que sur nos opérations, c'est surtout les ouvrages bâtis qui sont gardés à la loupe, parce que je dirais, les malfaçons viennent de là. Les malfaçons d'un végétal, bah, c'est la mort. C'est grave, mais c'est moins embêtant, entre guillemets. Donc, c'est vrai que la réception, et c'est pour ça qu'avoir des entreprises, des concepteurs compétents et assurer une pérennité, quelle que soit la qualité paysagère que l'on pourra mettre en place, n'a de sens que s'il y a un suivi dans l'entretien de ces végétaux. Et ce suivi au travers des opérations est assuré soit par des copropriétés, lorsqu'on est sur du collectif, soit par des ASL lorsqu'on est en lotissement. Association syndicale libre, oui, parce que c'est un terme, un acronyme qui n'est pas connu. Absolument. Et pour ce dernier point, c'est vrai qu'au niveau des ASL, c'est assez peu organisé d'une façon générale. Donc maintenant, il y a des sociétés qui commencent à s'intéresser à la chose pour permettre justement d'avoir un suivi au niveau de l'entretien et de la gestion des espaces et des équipements communs d'une façon plus générale. Voilà, donc vous l'avez compris, on a vraiment réfléchi à travailler vraiment tout au long du cycle pour que le volet paysager ne soit pas posé comme ça de façon un peu artificielle sur une opération. Il faut que tous les professionnels se parlent, qu'ils s'entendent, qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils conçoivent ensemble. Et bien évidemment, ça part de la production au départ et des entreprises de paysage qui sont nos partenaires privilégiés pour ça. Et je vais laisser la parole à l'UNEP qui va nous parler des engagements des entreprises. Ce sont elles qui ont la main dans la terre et qui vont procéder à ces plantations sur nos opérations. Alors, la première chose qu'on va apporter, nous, c'est apporter un conseil sur les travaux, en amont et pendant les travaux, bien sûr. Privilégier des végétaux en circuit court, locaux, régional.
C'est une base qu'il faut privilégier. Garantir bien sûr la disponibilité des végétaux, parce que souvent on dit végétaux et qu'on n'a pas en stock, donc c'est compliqué. Donc en base, c'est les garantir. Proposer des techniques nouvelles, des outils nouveaux, c'est l'amélioration de notre métier et je pense qu'on est en plein dedans avec la décanisation. Proposer des analyses de sol pour employer des terres, c'est un grand dilemme, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. C'est en amont, travailler les sols en place pour pouvoir les récupérer, travailler, les amender. Réaliser les travaux sur les règles professionnelles, ça c'est très important. Optimiser la logistique des travaux, c'est en travaux, essayer par rapport aux bâtiments qu'il y a, les enduiseurs, les maçons, essayer d'être intelligent pour ne pas saccager ou abîmer ce qu'on fait ou ce qu'on va faire. Réduire et gérer nos ressources, bien sûr. Voilà, essence, gasoil, tout ce qui est écologique. Essayer de faire avancer. On est en plein dedans l'UNEP syndical sur l'évolution par rapport au gasoil, par rapport à plein de choses. Donc voilà, le but, c'est de faire un petit truc écolo sur le principe pour avancer. Et les emballages et les déchets, Oui, c'est déjà une démarche ça va avec. engagée depuis déjà pas mal de temps sur nos chantiers. Les producteurs. Donc les producteurs, donc on arrive un petit peu en fin de débat. Il faut savoir que pour planter un arbre, que Jérôme puisse planter un arbre que vous avez souhaité sur vos projets, il faut y avoir réfléchi 5 à 10 ans avant. Il faut plusieurs années pour produire un arbre. Donc l'engagement des producteurs, c'est déjà d'essayer d'apporter une palette végétale qui soit adaptée au contexte des projets. Donc le fait de pouvoir en discuter en amont va nous aider, va nous accompagner à aller vers les produits qui seront nécessaires dans les années qui viennent. Alors, bon, évidemment, cette gamme de produits, il faut qu'elle ait des vertus, qu'elle soit saine, résistante. Et on s'engage aussi à faire une production qui respecte au maximum l'environnement. Toujours pareil, le fait de travailler avec des entreprises locales favorise l'acclimatation des végétaux. La gamme est par définition plus adaptée. On a aussi un autre. Ensuite, on propose. L'intérêt de travailler avec des producteurs locaux, c'est aussi d'avoir des services qui sont optimisés. Donc, la proximité permet de bien maîtriser la disponibilité des produits. On a effectivement quand même une expertise en tant que producteur dans le conseil sur la palette végétale. Ça donne la possibilité aussi d'aller choisir les plantes en amont pour choisir les plus beaux arbres, hein, tout simplement. Et dans les services, on a bien sûr des délais de livraison qui sont plus courts, une diminution du temps entre la préparation de la plante, donc l'arrachage parfois, hein, c'est un peu traumatisant pour la plante, et le moment où elle va être livrée. Et j'ai parlé d'environnement tout à l'heure, c'est un autre volet important. Aujourd'hui, les entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont en train d'obtenir des certifications ou ont déjà obtenu environnementales, haute valeur environnementale et plante bleue, MPS qui est un label de contrôle d'utilisation d'intrants, en fait, qui est un label hollandais, la Hollande étant le pays de l'horticulture en Europe. Hein. Ils ont développé des manières de comparer entre producteurs leur utilisation d'intrants, et ça c'est très intéressant. Réduction de consommation d'eau, d'énergie. Les plantes sont localement cultivées localement, adaptées au climat. Donc tout ça, et bien sûr, il y a une réduction du transport par rapport à faire venir des plantes de beaucoup plus loin. Et pour finir, un petit peu comme vous, bien sûr, on a des filières de traitement de nos déchets et de nos emballages. Voilà. Donc on est très, très à cheval dans nos engagements sur l'impact environnemental, sur la diminution de l'impact sur l'environnement. Voilà. C'est vrai que ça, c'était une dimension très, très importante dans notre démarche. On est sur le regroupement de fédérations qui sont des fédérations de Nouvelle-Aquitaine. Et on se rend compte que trop souvent, dans le paysage, on ne travaille pas ni avec des professionnels locaux, régionaux. On fait venir des gens de très, très loin. Donc, ils prennent l'avion pour venir concevoir des jardins chez nous, qui ne connaissent pas notre territoire, qui ne connaissent pas notre culture paysagère. Et donc, voilà, on a cette démarche, vous l'avez ressenti au travers de chacune de nos interventions, de faire du loco-régional, voilà, en circuit court, parce que ça a toutes les vertus, la vertu de la connaissance du territoire et des vertus également en termes de bilan carbone, bien évidemment, puisqu'on a ce souci de l'accompagnement
de la réduction voilà, de tout ce qui est polluant, ce qui est le moindre que l'on puisse faire lorsqu'on plante des arbres et des arbustes. Voilà, donc merci d'être venu. Juste on va vous laisser la parole bien évidemment pour nous poser des questions. Je voulais juste vous indiquer quelle était notre démarche à nous, dans le sens où ce sont les présidences de fédérations qui se sont regroupées, qui ont établi ça, bien évidemment en accord avec les adhérents, mais on souhaite que la démarche soit volontaire. C'est-à-dire que cette charte, elle va être signée bien évidemment par l'ensemble des présidents qui sont ici présents des fédérations, mais après on va laisser le choix, parce qu'il faut que ce soit une démarche volontaire pour qu'elle soit efficace, à chacun des adhérents de nos fédérations de rejoindre cette charte. Donc, à partir du moment où ils signent cette charte, ils s'engagent à respecter d'abord l'esprit qui vient d'être expliqué longuement aujourd'hui. Et nous allons bien évidemment les accompagner, puisqu'une charte, c'est une charte qui est nécessairement vivante. Et nous avons pris l'engagement entre nous d'établir un cahier de technique, un cahier, que je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un fascicule qui va évoluer au fur et à mesure de nos expériences pour pouvoir justement faire des retours d'expérience, voir ce qui est bon, ce qui l'est moins, ce qui coûte moins, ce qui permet d'avoir le meilleur résultat en respectant bien évidemment l'environnement. Et on fera évoluer, c'est un cahier de bonnes pratiques, si je puis dire, qui sera élaboré. Et on a pris l'engagement tous ensemble de se réunir régulièrement pour faire vivre cette charte. C'est pas juste aujourd'hui le lancement d'une charte et puis après on verra. C'est la volonté de l'inscrire véritablement dans nos pratiques, dans nos métiers, dans nos diversités, pour que voilà, la nature ait une place vraiment très importante dans l'avenir de nos opérations, que ce soit en milieu rural et en milieu urbain également, puisque la nature, elle doit être également préservée en milieu rural et périurbain. Voilà, donc on va procéder à la signature de la charte. Et puis après, on attend peut-être, on va poser les questions d'abord et on fera la signature ensuite. Ce sera peut-être moins formel. Donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition, bien sûr, pour y répondre. Est-ce qu'il y a déjà des promoteurs qui se sont engagés à signer cette charte, justement Alors, on vous en a réservé la primeur. Donc, on a évoqué, bien évidemment, au niveau de nos fédérations, ce projet qui est suivi par tout le monde. La signature de la charte par les adhérents, ce sera dans un deuxième temps, lorsque les présidents auront paraphé. On respecte une certaine hiérarchie, un ordre dans l'élaboration de ce document. Tu seras donc le premier. Je serai bien évidemment le premier, ou alors je laisserai à mon successeur à la présidence le soin d'être le premier, peu importe, c'est une boutade. Non, les entreprises de promotion immobilière ont déjà manifesté un intérêt, puisque beaucoup pratiquent déjà ce genre de choses, mais là c'est plus fort, c'est plus incitatif, donc on signera individuellement et on aura à terme un petit site commun, ou en tout cas sur les sites de chacune des fédérations, on verra quels sont les opérateurs qui suivent cette démarche et qui s'engagent à respecter l'ensemble des préconisations. Ça ne va pas forcément renchérir de manière importante le coût des... Alors Jérôme, le coût, non, je ne pense pas. Le but, c'est d'optimiser au maximum entre les problèmes économiques et les travaux. Donc, si on vient en amont, c'est pour arriver à un budget qu'ils ont eux, être intelligent, travailler sereinement, et en revenant à la terre, à revaloriser, j'ai tout à choisir, peut-être pas mettre des grosses tailles tout le temps, enfin, c'est ça, et le choix qui est en pépinière aussi. Le but, c'est d'harmoniser au départ. Parce qu'à la base, on est clair. Nous, on le fait souvent, moi je le fais, personnellement, on le fait, ça marche très bien. Par contre, il faut y prendre à la base. Il faut réfléchir en amont. Au contraire, effectivement, la réflexion commune permet comme le dit très bien Jérôme, permet effectivement d'éviter des erreurs de conception qui sont très coûteuses en fait à la suite, puisqu'il faut remplacer ou d'avoir des végétaux qui sont bien adaptés qui poussent mieux. Donc j'ai envie de dire presque à enveloppe égale, on peut faire mieux. Maintenant, on sait aussi que parfois il n'y a pas de volet paysager dans les projets, et donc c'est aussi. Et ça, c'est ce qu'on veut véritablement changer. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, le volet paysager trouve une place significative à côté du volet architectural. Les deux sont intimement liés de toute façon. Alors, excusez-moi ce sujet, est-ce qu'il y a des obligations actuellement de la part des donneurs d'ordre, c'est-à-dire quand je dis donneurs d'ordre, communes, enfin, les gros donneurs d'ordre, quoi. Est-ce qu'il y a des obligations de volet paysager, ou est-ce que c'est au coup par coup, à la demande Alors, c'est plus de par la loi
Enfin, je parle en termes En d'aménagement. termes d'aménagement, là. De par la loi, on doit faire un. Mais c'est vrai que finalement, les communes ne prennent pas à corps ce sujet. C'est anecdotique, alors qu'au final, c'est ce qui va bercer la vie de. Alors, en nos milieu, citoyens. en milieu rural, hein, parce qu'en milieu urbain, vous imaginez, depuis quelques années, on nous pousse, très justement d'ailleurs, à présenter, et ce que on ne faisait jamais aujourd'hui, lorsqu'on va en commission d'avant-projet, lorsqu'on présente un projet, on n'est plus accompagné simplement de l'architecte, mais on vient avec un architecte, et très souvent un architecte paysagiste concepteur, puisque les deux, justement, ont commencé à travailler ensemble sur le volet paysager des opérations. Et vous avez, je donne un exemple, on ne va pas être que bordelais, mais vous avez au niveau de Bordeaux Métropole un département qui s'appelle Bordeaux Métropole Nature et qui s'occupe de toutes ces questions et qui est une division à part entière de l'organisation administrative de Bordeaux Métropole et qui travaille depuis plusieurs années à justement toute cette démarche. Et on nous pose très souvent maintenant des questions en nous disant, bon, ok, l'architecture, on l'a vu, mais au niveau du jardin, au niveau des espaces verts, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu de planter? Qu'est-ce que vous avez prévu pour assurer la pérennité de ces plantations? Comment vous allez les transmettre aux syndics pour que l'on ne retrouve pas les arbres morts d'ici 2 ans? Donc, il y a vraiment du côté, alors il n'y a pas de texte imposant, si vous voulez, des quantités, bien évidemment, d'âge, et puis c'est impossible parce que chaque terrain est différent, chaque opération est différente, mais il y a une prise en compte de plus en plus forte par les collectivités locales, sachant que là, on parle malgré tout des opérateurs privés. Hein, les donneurs d'ordre, ce sont les promoteurs privés et les aménageurs, puisque cette démarche, elle est privée, elle vient s'inscrire dans un mouvement plus large. Par exemple, au niveau de Bordeaux Métropole, c'est le million d'arbres que le président de Bordeaux Métropole a souhaité voir planter dans les années qui viennent. C'est un chiffre qui est symbolique, mais qui montre en tout cas une envie et une appétence pour qu'il y ait de plus en plus de plantations sur notre territoire. Et là où je rebondis, moi, je Arnaud, c'est qu'on plante en promotion immobilière, mais il n'y a pas d'entretien derrière. Alors, on laisse les syndics à gérer l'entretien. Et concevoir un projet paysager, le faire bien, mais pas le suivre derrière, c'est une hérésie. Donc, le but qu'on a, c'est suivre derrière. Pour retrouver au bout de 2 ans une résidence, c'est vraiment pas. Permis. L'arrosage notamment. Et au niveau des bonnes pratiques, on fait pratiquement à chaque fois des livraisons architecturales, c'est-à-dire on réceptionne notre ouvrage, c'est plus que la livraison, c'est la réception des ouvrages avec tous les corps d'État. Et il arrivait, et ça arrivera de moins en moins, que l'on ne réceptionne pas les parties communes, les jardins. Donc aujourd'hui, ce sera parmi les bonnes pratiques, une réception effective et spécifique pour les espaces verts en présence des syndics, du conseil syndical, pour leur expliquer, en leur remettant des fascicules, en leur remettant des éléments qui leur permettront d'assurer la pérennité de tout ce qui a été... C'est pas la peine d'investir si on ne prévoit pas le service après-vente. Voilà. Donc nous, on va mettre en place un service après-vente sur les opérations des adhérents d'achat. Et en fait, c'est surtout... pour qu'il y ait un suivi par la suite, d'entrée, il faut que les gens prennent conscience du coût que ça va générer. La problématique que l'on a, nous, en lotissement, c'est qu'on leur explique que finalement, c'est de la nature et que ça pousse tout seul et c'est une vue de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de suivi derrière. C'est pour ça qu'au niveau des ASL, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et je pense qu'au niveau des syndics, c'est exactement la même chose. C'est que quand ils prennent une copropriété, ils savent qu'il y a un budget annuel de temps à mettre au niveau de l'entretien des arbres. C'est juste de la pédagogie. Mais c'est à nous de la mettre en place dès le début. Il ne faut pas couper l'eau au bout d'1 an. Voilà. Ouais. Ce qui malheureusement, non mais vous souriez, mais vous n'imaginez pas le nombre de dossiers sur lesquels, lors de la première assemblée générale, le premier budget exécuté, eh bien les copropriétaires disent c'est quoi ce poste? C'est l'eau. Mais non, mais c'est pas possible. Quelle solution? On coupe l'arrosage des espaces verts qui ne sont pas encore ancrés dans leur sol et qui donc finissent par mourir. Donc c'est vraiment un gâchis énorme et il y a un vrai. Mais la problématique, c'est que. Pardon. Il y a une question? Il y a une question en ligne aussi. On la prend juste après que Jérôme soit intervenu. Oui, la problématique que l'on a, tu m'as bouffé le truc. Je l'ai perdu. Donc c'est pas moi qui t'ai coupé. Ne me regarde pas. Désolé. Oui, ça va revenir.
Petite question. Quand vous parlez de prévoir une enveloppe budgétaire significative pour le volet paysager, y a-t-il un pourcentage imposé ou comment allez-vous mesurer, juger de l'importance de cette enveloppe? C'est impossible de fixer un pourcentage. On y a réfléchi, c'est toute une voie qui a été explorée et en fait, en fonction du terrain d'assiette de l'opération, le pourcentage peut varier de 1 à 10. Donc, on n'a pas fixé de pourcentage, mais on se laisse la possibilité, après 1, 2, 3 années d'expérience, d'essayer d'approcher justement des chiffres pour être plus précis et pour être peut-être plus incitatif auprès de nos adhérents pour que, par exemple, on peut imaginer ça peut-être dans quelques années, on puisse dire bah, le volet paysager va représenter X% du coût global des travaux de l'opération, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui est trop coercitif, à mon avis, et qu'on n'était pas capable de réaliser, parce que d'une opération à une autre, on a des différences énormes. Mais on a cette idée en tête, effectivement, à terme, et on va regarder, il va y avoir un comité de pilotage qui va être mis en place par cette interprofession pour faire des remontées d'expérience et pour voir quels sont les pourcentages réels et si les adhérents qui se sont engagés respectent leurs engagements, bien évidemment, au niveau des opérations. Et on sera vigilant là-dessus, puisqu'il en va de la crédibilité de notre engagement commun. Comment ça se fait que les architectes ne font pas partie de ce groupement, ne sont pas représentés dans la démarche? Les architectes ont leur propre démarche de conception des programmes. On est prêt à travailler, si vous voulez, avec eux. Et à ce jour, il n'y a pas eu de volonté réelle de participer à cette interprofession. Mais on a considéré, si vous voulez, que voilà, entre les donneurs d'ordre, les entreprises qui réalisent et les entreprises qui fournissent la matière, voilà, les métiers du paysage étaient déjà bien représentés, mais on verrait d'un très bon œil, très bon œil, je vous le dis et nous vous le disons tous, qu'au niveau de la conception, que la Fédération française du paysage nous rejoigne dans cette démarche. Ils y étaient invités. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples d'opérations qui font un peu office de témoins, enfin, ou d'exemples à suivre, où justement une démarche a été mise en place en amont et qu'il y a des choses qui ont bien marché, où on a un peu un retour sur l'expérience? Parce que ça n'a pas été la démarche. On n'a pas voulu prendre. Je sais que le concept du démonstrateur est aujourd'hui très en vogue et très à la mode. Pour l'instant, on n'a pas voulu identifier, on n'a pas voulu s'enfermer dans une opération puisqu'on considère qu'on est à l'instant zéro et que donc on a voulu avoir une démarche qui soit une démarche d'abord d'interprofession, vous l'avez compris, qui soit une démarche très pragmatique et on va, à partir de l'engagement d'un certain nombre d'opérateurs, c'est-à-dire ceux qui vont signer la charte, on va leur dire, bah, pour que c'est du sens, on va identifier effectivement et donnez-nous, vous, adhérents de la charte, le nom d'une opération sur laquelle véritablement vous allez mettre en pratique et en application l'ensemble des préceptes qui ont été définis en amont de façon plus théorique. Et c'est à partir de là que ça aura du sens. C'est vrai qu'on aurait pu aller choisir une opération qui déjà, mais à partir du moment où on est à cet instant à T0, c'est maintenant que démarre l'aventure interprofessionnelle. Donc pour nous, le but, c'est quand tout a poussé au bout de 3 ans. C'est la terminologie est là. La finalité, c'est que quand tout va bien au bout de 3 ans. La première année, c'est... Oui, bien sûr. Mais on aura des démonstrateurs. Oui, on en aura. C'est important. Le projet, bon, j'ai pas donné de nom. Non, on va pas donner des noms d'opérations. Mais voilà. Au bout de 4-5 ans, c'est pas quoi. Ça a poussé, parce que tout a été fait correctement. Vous avez ainsi une nouvelle piste pour mettre en avant de pouvoir décerner une pyramide. Par exemple, effectivement, alors ça c'est uniquement l'FPI, mais il y aura certainement un jury, on en a déjà parlé, qui pourrait se constituer dans l'interprofession pour récompenser les adhérents, aménageurs, promoteurs qui se seraient véritablement jetés à corps perdu dans la démarche et on pourrait remettre des prix pour les encourager et faire parler de cette démarche. Il faut savoir qu'au niveau national, dans l'interprofession Valor,
qui regroupe concepteurs, entreprises du paysage et producteurs. Il existe déjà un concours national qui s'appelle les Victoires du paysage, qui a été décerné hier, voilà, pour l'année 2020. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, sur des projets qui sont plutôt déjà de 2 ou 3 ans. Et qui sont... bon, il y a un jury qui se déplace partout dans la France, etc. Mais faire à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine l'équivalent sur des projets privés, c'est très intéressant aussi. On y pensera, on y pensera. Question subsidiaire, la charte que vous mettez en place, autant effectivement elle prend toute sa légitimité et son importance sur les opérations que vous développez en diffus. Est-ce que vous avez l'intention ou est-ce qu'il est de quelle manière vous envisagez les connexions avec les zones d'aménagement concerté ou en général, eux, vous imposent tout un volet également paysager à respecter dans le cahier des charges des concours sur lesquels vous répondez. Comment vous pensez articuler la chose ou est-ce que ça s'adresse essentiellement sur les opérations que vous développez en diffus? Non, pas nécessairement. Je crois que la démarche, elle est globale et surtout, moi, je vois très bien des opérateurs concourir sur des zones d'aménagement ou dans ce qu'on appelle l'urbanisme organisé, venir indiquer dans la réponse au concours que voilà, l'opérateur, il est adhérent de la charte et qu'il répondra au concours avec une équipe pluridisciplinaire parce que l'opérateur aura déjà, avec les pépiniéristes, identifié les arbres qui seront disponibles dans 2 ans, lorsqu'on attaquera le volet paysager. Donc, je crois que c'est un plus pour l'ensemble des adhérents qui signeraient la charte et on viendra faire cette proposition effectivement dans le cadre des concours et des appels à promoteurs ou à aménageurs qui pourraient être faits sur les zones d'aménagement. Ça n'est pas réservé aux diffus, bien au contraire, ça a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. On a une question Internet. Vas-y, je t'en prie. Bon, je vais la lire. Donc, et concernant l'entretien des espaces paysagers sur des opérations de logement, les habitants sont-ils prêts à payer des charges supplémentaires pour cette nature en ville? Y a-t-il dans la charte un engagement sur la recherche d'aménagement économe en entretien au même titre que pour la réduction de la consommation des ressources? On va laisser l'entreprise parler. Spécialiste de l'entretien. Les habitants sont... Pour les habitants, moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas une problématique. Tout le monde est OK pour, enfin, a conscience qu'un jardin, ça s'entretient. Alors, il faut de la pédagogie, mais sur le fond, ça ne me paraît pas, c'est pas difficile de faire matcher effectivement les enjeux avec la vision que peuvent avoir les habitants. Sur la recherche d'optimisation de l'entretien, on fait toujours, c'est toujours le cas. Ouais. Mais bon, après, ça dépend du projet, comme il est grand, où il est centré, le volet paysager qui est obligatoire ou pas obligatoire. Donc, le coût, oui, ça peut différer beaucoup. Après, moi, je me rends compte que l'entretien est laissé de côté souvent. Donc, il y a beaucoup de syndics qui s'en occupent sérieusement, d'autres qui ne le font pas. Les gens ne veulent pas payer. Parce qu'il y a même un coût quand même, un parc assez grand où il faut beaucoup de massifs d'arbres arrosés ou entretenir, c'est un coût quand même. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'on a un souci. Alors, on essaie de faire nous des projets pas chers en entretien, pas un coût exorbitant, mais il y a quand même un coût. On veut du vert partout, mais il va falloir payer à un moment donné. Hein. Ça, moi, je replanter 1 million d'arbres, il va falloir les arroser et l'entretenir. Hein. On va prendre un exemple un peu par l'absurde. C'est malheureux à dire, mais il va falloir qu'on paye, quelqu'un paye quelque part. Tous les lotissements ont été plantés en tuya, en cuprès ossiparis-lélandis, c'est-à-dire des plantes à végétation très rapide, qui ont généré des entretiens énormes, qui ont généré aussi des déchets énormes. Aujourd'hui, toutes les villes luttent contre ça, parce que évacuer les déchets de ce type de plantes, c'est une fortune. Or, en préparant les projets en amont, en mettant de la professionnalisation là-dedans, on va automatiquement largement réduire tous ces aspects-là. Et je dirais, moi, enfin, en tant que professionnel, j'essaie de traiter cet aspect-là par l'usage. C'est-à-dire que si les gens en ont un intérêt autre que c'est joli, que c'est du vert, qu'ils en aient un usage, alors ça peut être du fruitier, ça peut être remplacer les murs bahus en béton par des haies, alors à définir la haie, mais comestible, bien entendu. Du coup, il y a un usage. Et donc, payer pour un usage, ils sont beaucoup plus favorables que juste pour avoir un bel écrin vert. Donc, c'est peut-être la notion d'usage qu'il faut qu'on travaille un peu sur nos opérations. Le développement en cours, avec les jardins, c'est un mouvement. Mais c'est un vrai sujet, l'entretien. Et je relisais la question, les habitants sont-ils prêts à payer des charges supplémentaires? On ne peut pas répondre à leur place. Mais la seule chose que l'on puisse réellement faire,
c'est mettre beaucoup d'intelligence au début, voilà, c'est ce qui vient d'être expliqué, pour qu'ils s'approprient ce volet paysager et que personne en Assemblée générale dise c'est pas grave si tout crève, on va fermer l'eau. Enfin, je veux dire, c'est un problème d'appropriation. Alors on en est dans ces démarches-là, c'est vrai qu'on y a toujours des injonctions contradictoires. On veut de la verdure, mais on veut pas la payer. On veut des arbres, mais on veut pas de feuilles. Ça fait partie de la culture et qui n'est pas que française. C'est assez classique. Donc je pense que ce type de charte, l'intelligence peut beaucoup de choses. Et moi, je crois à l'intelligence collective et on n'additionne pas les intelligences, on les multiplie. Donc, si nous, on a des projets qui sont cohérents, qui sont ambitieux, je pense qu'on amènera avec nous, si on fait du prosélytisme intelligent, on amènera avec nous notamment les habitants qui verront l'intérêt évident et le caractère vertueux d'une opération où les espaces verts sont importants. Mais les mentalités sont en train de changer, donc moi, je suis optimiste. Et par rapport à ça, il n'est pas envisageable de faire des missions de vos entreprises, par exemple, sur 2 ans peut-être après la livraison pour... Ça fait partie des bonnes pratiques. Ça fait partie des bonnes pratiques que nous allons mettre en place. Il ne faut pas être trop coercitif et j'allais dire trop ambitieux au démarrage de cette démarche parce qu'on risquerait de la tuer dans l'œuf. Donc on va être pragmatique, on va regarder ce qu'il est possible de faire, ce que les opérateurs sont prêts à faire et plus ça va être valorisé, plus ils seront prêts à s'engager activement dans la démarche. Ça veut dire que quelque part, au moment où je l'achète et je signe mon logement neuf, pourrait être inclus également, afin que ce ne soit pas une charge immédiate, une franchise d'une année ou 2 années. Par exemple. Comme vous le faites sur certaines... Comme on le fait déjà sur certaines opérations. Absolument. Absolument. Le but du jeu est là. C'est garantir 1 an ou 2. Moi, je dis qu'1 an, c'est pas bien, c'est 2 ans minimum. Voilà. C'est une véritable révolution culturelle que vous amenez au sein du promoteur SPI. Je pense que c'est pas. J'allais dire, c'est vrai qu'on nous reproche très souvent d'être des bétonneurs. C'est quelque chose qui m'agace toujours. Moi, je regarde les opérations qui sortent depuis 4-5 ans, avant même la crise sanitaire. Autant il y a 10 ans, il n'y avait même pas dans les bilans de volet paysager. Aujourd'hui, au niveau du coût des travaux, on a une rubrique espace vert, on la chiffre, elle est à disposition des architectes paysagistes concepteurs et après des entreprises et on discute ensemble. C'est vrai qu'on accélère le mouvement. C'est un mouvement qui a malgré tout quelques années. Et là, on va surfer sur la vague de la crise sanitaire. Pas évident, hein. On peut un peu témoigner en tant que producteur. Surtout VRD, et aujourd'hui, on parle des Tout à fait. Exactement. Il y a un poste qui a été créé dans les bilans et on veut s'engouffrer dans cette voie-là et en faire quelque chose de significatif. Au sein de la FNPHP, il y a un pôle paysage, c'est-à-dire le regroupement des entreprises de production qui sont assez orientées sur le paysage et non pas, par exemple, sur la distribution spécialisée. Il y a 10 ans, on ne voyait que par les marchés publics. Il n'y a que les marchés publics qui consommaient réellement des végétaux en quantité, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La part qu'on fait via la promotion immobilière est de plus en plus importante. Alors ça ne se voit peut-être pas immédiatement, donc ce n'est pas une révolution, c'est une évolution qui existe depuis plusieurs années. Elle aboutit à ça aujourd'hui, mais c'est une véritable évolution que nous, on a ressentie déjà depuis une dizaine d'années. Et puis pour être complètement pragmatique, termes de commercialité de nos programmes, si vous arrivez avec une très belle architecture, mais que vous avez un volet paysager totalement pauvre, pas pensé, pas conçu, vous ne prendrez plus votre appartement. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, et on le voit là cette année particulièrement, les gens qui viennent vous acheter des appartements, ils regardent la qualité des espaces verts qui sont décrits et ils veulent une pièce extérieure. La pièce extérieure, c'est une terrasse sur laquelle il y aura éventuellement des jardinières, des plantations, parce que la plantation, elle se fait en pleine terre, mais elle va se faire aussi beaucoup, on a énormément d'exemples, sur la structure des bâtiments. Vous connaissez la Bosco Verticale de Milan, qui est un immeuble emblématique de la végétalisation des immeubles. Et voilà, c'est la forêt verticale, c'est le bois vertical. Et ça demande une réflexion, une technicité importante. C'est pour ça qu'on sera beaucoup plus fort pour réaliser des opérations de ce type si on travaille ensemble.
Et puis nous, on veut surtout être valorisés, apparaître, parce qu'on fait un métier où on est laissé pas à l'abandon, mais on est laissé de côté. Les VRD Espace Vert, par exemple, nous, on existe. On est une grosse entreprise, on a du monde, on fait des jardins, on fait vivre les promoteurs, on les embellit des trucs, on veut exister. On n'est pas valorisé. Donc la chance qu'on a eue avec Arnaud, c'est de faire ça, une charte pour être reconnu. On n'est pas reconnu. Tout le monde en parle, mais personne ne nous parle de nous. Donc là, on a l'occasion rêvée d'en parler. Nous, les producteurs, parce qu'on est quand même quand on achète des arbres, C'est le premier, on va vous faire des câlins. On manque pas le paysage, mais personne n'a. Entreprise. Producteur. Entreprise, producteur. Voilà. Jérôme Brett est à la tête de je le dis, la plus grosse entreprise de paysage d'Aquitaine. Voilà. Et qui travaille énormément pour la commande publique, puisque c'est des contrats avec Bordeaux Métropole. Ils plantent à tour de bras partout, tous les arbres que vous voyez, autour de la rocade, autour de. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de terre aussi, paraît-il. On va manquer de terre. Donc voilà. Et la promotion, c'est mon dada. Et depuis le temps que je travaille à la promotion, je me rends compte qu'on est télé. Maintenant, ça va mieux. On commence à être un peu plus. L'espace vert commence à prendre du poids. Mais quand je vois que tout le monde parle d'écologie et tout ça, et nous, on est. Voilà. Ça vient. C'est le dernier poste. Mais c'est un poste même, c'est un poste qui ne pas ou c'est un poste. Voilà. Et s'il en reste, on verra combien il reste pour aller planter. Ça, il faut que ça change. Donc on va les serrer. Voilà. L'esprit. C'était un peu l'esprit. C'est ça que nous voulons changer. Voilà. Il y a 20 ans, c'était les VRD. C'est passé aux espaces verts. Et là, bientôt, tout sera complet. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une loi pour respecter depuis 5-6 ans, j'ai oublié. La loi 4. La loi 4. CAP PE. En fait, ça a instauré la signature de l'architecte au niveau des permis d'aménager. Donc les architectes concepteurs et paysagers. Et justement, pour que cette vision paysagère prenne tout son sens dans les opérations d'aménagement. Et là, j'aurais une dernière question, en tous les cas, ou une remarque. En tous les cas, j'espère que votre charte fera des bébés, absolument, et j'espère que ce ne sera pas que des triplés, on va en faire 12, 15, autant de régions françaises. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas dit. On est la première région. On est la on est première la région, première région en des France. Mais ça, les journalistes spécialisés le savent, et je compte sur Oriane notamment pour nous faire une première page du Moniteur sur la charte des logements des arbres. Une double page. Allons-y. Encore beaucoup de photos. Non, mais c'est important parce que la Nouvelle-Aquitaine que vous représentez tous puisse se rayonner au niveau national. Et d'ailleurs, nos fédérations regardent ça d'un très bon œil. Et j'espère qu'on va parler en bien de l'ensemble des opérateurs, aménageurs, promoteurs qui ont une vraie volonté de verdir la ville. Merci beaucoup à vous tous. Et si vous avez des questions, si même quand vous écrivez vos articles, on va signer la charte. On va signer la charte. C'est un beau stylo. N'hésitez pas à nous. On prend une photo. On va prendre la photo pour la signature. Est-ce que on peut, c'est les documents que vous allez mettre sur les quatre debout pour qu'elle ne vous dérange pas? Signer la charte debout, une charte à se signer assis. Signature. T'as pas vu tous les grands traités internationaux? Donc, on la met au milieu. Approchez-vous. C'est pas très Covid. Approchez-vous. On est tous vaccinés, justement. Donc voilà. Donc je commence et après je laisse le crayon, Jérôme. C'est pas grave. Voilà, deux signatures. On fera une photo une fois que les quatre auront signé. On va vous regarder, on va la remettre au milieu, la charte. On va même vous la montrer. Voilà. Et donc, la charte. Approchons-nous. Ah, ça fait beaucoup de photos, là. On va virer une quand même. Voilà. Donc le week-end, c'est le week-end à la fête des mères, ça? Je sais bien, le prochain. C'est le prochain. C'est le week-end prochain. Voilà. C'est la Franco. Bon, on va vous offrir un petit café pour le thé. Je suis désolé, on aurait dû commencer par ça, mais on était des midi en plus. On a un café pour un café.